Après avoir été blessé, j'ai appelé à l'aide. Mon père a dit, la famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. Mais il a acheté une maison à ma sœur. Mon sang s'est glacé. Mais j'ai choisi de partir. 8 ans plus tard, il m'a invité à Noël et m'a supplié de l'aider. Mais je ne suis pas venu pour le sauver. J'ai quitté cet accotement verglacé en sachant une chose avec une clarté absolue. Mon père venait de me dire que ma famille n'avait pas les moyens d'aider avec les factures, et il l'a dit alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec l'épaule déchirée, le dos blessé, et ma vie soudainement divisée nettement en un avant et un après. Ces mots sont tombés, calmes et tranchants, comme la lame d'un couteau lorsque la personne qui la tient n'a aucune idée qu'elle est en train de vous couper. Calme. Plat. Presque ennuyé. Ce ton que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà décidé quelque chose et ne vous en informent que par courtoisie. La famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. Étrangement, le choc n'est pas venu d'un coup. Il s'est installé lentement, comme la neige qui s'accumule sur un toit jusqu'à ce que le poids devienne indéniable. Je me souviens d'avoir fixé les dalles du plafond, attendant quelque chose n'importe quoi qui suive. Un peu d'inquiétude, une question sur ma peur, peut-être même juste le réconfort instinctif qu'un parent donne sans réfléchir. Rien n'est venu. À la place, la voix de maman flottait faiblement en arrière-plan. Elle devait s'être réveillée aussi. Elle m'a dit que j'avais toujours été fort. Elle a dit que je m'en sortirais comme je l'avais toujours fait. Elle a dit que je n'avais jamais eu besoin de grand-chose. Ces mots ont glissé à travers le téléphone et se sont logés dans la partie la plus silencieuse de moi. Et peut-être que c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est fissuré, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais juste assez pour changer la forme de tout ce qui a suivi. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser cette question. Que faites-vous en écoutant mon histoire en ce moment? La nuit où c'est arrivé, je rentrais de chez mes parents après Noël, ressassant les conversations, me demandant si la distance entre nous était réelle ou imaginaire. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures, mon monde basculerait assez fort pour tout ébranler. Alors laissez-moi vous ramener à cette nuit de fin décembre 2017, lorsque des vents de tempête soufflaient fort sur Indianapolis et que les routes brillaient dangereusement sous les lampadaires. La neige était arrivée plus tôt que prévu. Pas de flocons doux flottant doucement, mais une neige vive, poussée par le vent, qui semblait griffer le pare-brise. Chaque kilomètre pour rentrer chez moi avait ressemblé à une négociation. Je serrais plus fort le volant, me penchant légèrement en avant, essayant de distinguer les lignes de voie floues sous le verglas. J'aurais dû passer la nuit chez mes parents. Ils me l'avaient proposé. Mais la tension était si épaisse que je pouvais à peine respirer dans leur salon. À environ 15 minutes de la ville, l'adhérence des pneus a changé. C'était subtil au début, une petite embardée qui murmurait un avertissement. J'ai levé le pied de l'accélérateur, mais un conducteur devant moi a freiné brusquement. Trop brusquement. Mes pneus ont glissé. La voiture a tourné, pas de façon folle, pas en tête à queue, mais assez pour que la glissière de sécurité s'approche plus vite que je ne pouvais penser. Le métal a heurté le métal. L'impact a secoué tout mon corps. La douleur a explosé dans mon épaule et a parcouru mon dos comme un fil brûlant. Puis, l'immobilité. L'air froid s'est infiltré par la portière fissurée. Des flocons de neige sont entrés, fondant contre la chaleur de mon souffle. Mes jambes tremblaient. Quelqu'un à l'extérieur a crié que les secours arrivaient. Le monde semblait étrangement étroit, comme si j'entendais tout à travers de l'eau. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont attaché sur une civière. Leur voix était stable, professionnelle et étrangement réconfortante. Dans l'ambulance, les lumières stroboscopiques balayaient le plafond tandis que la douleur devenait plus vive. Aux urgences, les infirmières se sont déplacées autour de moi avec une efficacité rodée. Elles ont découpé ma manche pour atteindre mon épaule. Elles ont soulevé doucement mon dos, murmurant des excuses alors que je grimaçais. La pièce sentait l'antiseptique et l'épuisement. Quand le médecin est revenu avec mes scanners, il a soupiré d'une manière qui disait que ce ne serait pas une guérison rapide. Une déchirure à l'épaule. Des lésions des tissus mous dans le bas du dos. Des semaines de mouvements restreints. Possiblement des mois avant que je puisse reprendre pleinement mes fonctions au travail. J'ai demandé quand je pourrais y retourner. Il a dit de ne pas m'inquiéter de ça pour l'instant. Repos. Thérapie. Patience. Mais la patience ne paie pas le loyer. La thérapie n'est pas gratuite. Le repos coûte plus cher que les gens ne l'admettent.
Je vivais seul dans un appartement d'une chambre du côté. Pas de partenaire pour m'aider à cuisiner. Pas de colocataire pour partager les factures. Pas de famille à proximité. Aucun filet de sécurité. Juste moi. Lorsque l'infirmière m'a finalement remis mon téléphone, elle a dit doucement que cela pourrait t'aider d'appeler quelqu'un. Quelqu'un. J'ai parcouru mes contacts avec une étrange gêne. J'avais beaucoup de connaissances mais très peu de personnes que je pouvais appeler à minuit depuis un lit d'hôpital. J'ai appelé papa. Il a décroché après 3 sonneries, l'air groggy et irrité que le téléphone l'ait réveillé. Sa voix s'est légèrement adoucie quand je lui ai dit que j'avais eu un accident, mais seulement légèrement. J'ai expliqué ce que le médecin avait dit, le temps de récupération, les frais médicaux, la possibilité d'être sans travail. Il y a eu une longue pause. Pas une pause de réflexion. Une pause de calcul. Puis il l'a dit, clairement et presque avec lassitude. La famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. Il l'a dit comme s'il expliquait la météo. Quelque chose d'évident. Quelque chose de gravé dans le marbre. La voix de maman est apparue faiblement en arrière-plan, me disant que j'avais toujours été résilient. Indépendant. Capable. Que je trouverais une solution. Je suis resté là à les écouter, réalisant que ce n'était pas une décision qu'ils avaient prise sur le moment. C'était un état d'esprit dans lequel ils vivaient déjà. Ils ne me voyaient pas comme quelqu'un qui pouvait avoir besoin d'aide. Je leur ai dit que je comprenais. Maman m'a dit qu'elle m'aimait. Papa a dit qu'il espérait que les choses s'arrangeraient. Puis ils ont raccroché. Quand l'infirmière est venue voir comment j'allais, j'ai hoché la tête comme si tout allait bien. Mais quelque chose en moi s'est tu d'une manière qu'il ne s'était jamais tu auparavant. Il n'aiderait pas. Il l'avait choisi. Et je devais l'accepter. 2 jours plus tard, on m'a laissé sortir de l'hôpital. Un chauffeur est venu me chercher. Chaque bosse sur la route envoyait une décharge de douleur dans mon dos, et même tourner la tête me faisait mal à l'épaule. Mon appartement semblait plus froid que d'habitude. Le chauffage peinait contre l'air hivernal. Je me traînais lentement entre la cuisine et le canapé, essayant de trouver une position moins douloureuse. Je n'arrêtais pas de m'attendre à un appel de maman. Ou de papa. Même juste un texto. Rien. J'ai assisté à ma première séance de kinésithérapie 3 jours plus tard. Le thérapeute était gentil mais direct. La guérison serait lente. Douloureuse. Incommode. Il m'a conseillé de ne rien soulever de plus lourd qu'un demi-gallon de lait. J'ai ri au début, pensant qu'il exagérait. Il n'exagérait pas. Chaque mouvement me rappelait qu'il n'y avait personne d'autre qui vivait avec moi. Personne pour aider à porter les courses. Personne pour aider à changer les draps. Personne pour m'aider à monter les escaliers lorsque mon dos se bloquait de manière inattendue. Je me disais que ça irait mieux. Je me disais que j'étais fort. Je me disais que j'avais survécu à des choses plus difficiles. Mais la vérité était plus simple. J'avais peur. Peur d'une manière qui rendait parfois la respiration difficile. Et puis, 2 semaines après l'accident, ma cousine a appelé. Elle a dit qu'elle était passée devant le quartier de mes parents ce matin-là. Elle avait l'air excitée. Elle a dit qu'elle avait vu la maison que ma sœur allait avoir. Elle a dit qu'elle était adorable. Une petite maison de 2 chambres avec un jardin, un nouveau revêtement et une grande fenêtre à l'avant. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que papa avait aidé avec l'apport. Qu'il était fier de l'aider à prendre un nouveau départ. Je lui ai demandé de le répéter. Elle l'a fait. Joyeusement. Elle pensait que je savais déjà. Elle pensait que je serais heureux pour ma sœur. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis sur mon canapé, fixant le mur jusqu'à ce que la lumière de la fenêtre change et s'estompe. La douleur dans mon épaule pulsait. La douleur dans mon cœur restait vive. La famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. Mais ils pouvaient se permettre un apport pour elle. Des appareils électroménagers pour elle. Un nouveau départ pour elle. Mais pas d'aide pour mon loyer. Pas une semaine de course. Pas une quote-part pour la thérapie. Pas une seule chose. C'est alors que j'ai compris quelque chose avec une clarté que je n'avais pas voulu affronter auparavant. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des options. Ils ont simplement choisi de ne pas les utiliser pour moi. Et j'en avais fini d'attendre que cela change. Pas de dispute. Pas de confrontation. Pas de plaidoyer pour l'équité.
Juste un changement silencieux en moi. Un petit mouvement, mais final. J'ai cessé de l'attendre. J'ai cessé d'espérer. J'ai cessé de tendre la main. Cette nuit-là, allongé raidement sur mon canapé avec une poche de glace pressée contre mon dos, j'ai accepté la vérité la plus douloureuse de toutes. Si je devais traverser la vie, je la traverserais seul. Non pas parce que je le voulais, mais parce que c'était la seule réalité que ma famille m'avait jamais offerte. Et une fois que j'ai compris cela, vraiment compris, tout ce qui concernait les gens que j'aimais a commencé à paraître différent. C'est cette nuit-là que tout s'est brisé. L'accident a fracassé mon corps, mais l'appel téléphonique a révélé toutes les fondations en dessous. Et j'ai su, avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant, que la personne pour qui je devais reconstruire ma vie, c'était moi. Et quelque part au fond de moi, sous l'épuisement et la douleur, une résolution plus dure et plus stable a commencé à prendre forme, une résolution qui compterait bien plus dans les années à venir. Cette résolution n'est pas venue de nulle part. Elle se formait depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, façonnée silencieusement par une enfance où l'on me décrivait toujours de la même manière. Indépendant. Capable. Peu exigeant. L'enfant qui n'avait jamais besoin d'aide. J'étais la fille aînée de notre famille, celle que mes parents aimaient décrire comme « facile ». Je faisais mes nuits bébés. J'avais de bons résultats à l'école sans qu'on ait à me le rappeler. J'ai appris très tôt à me rendre utile et invisible en même temps. Quand les proches demandaient à ma mère comment elle gérait 2 enfants, elle souriait et disait que je m'étais pratiquement élevé tout seul. C'était censé être un compliment. Je le portais comme un insigne, même quand il a commencé à peser lourd. Ma sœur cadette était différente. Elle était sensible. Émotionnelle. Elle avait besoin de réconfort, d'attention et de protection. Papa planait autour d'elle d'une manière qu'il ne planait jamais autour de moi. Si elle rentrait contrariée de l'école, il s'asseyait à la table de la cuisine avec elle, écoutant, hochant la tête, posant des questions. Si je rentrais contrarié, on me disait de m'en remettre. La vie est dure, mon grand. Tu t'en sortiras. Je me souviens d'un après-midi au collège où j'avais oublié mon déjeuner à la maison. Je m'en suis rendu compte au milieu de la matinée et j'ai senti cette panique s'installer dans mon estomac. L'heure du déjeuner est arrivée, et je suis resté là, prétendant ne pas avoir faim, regardant les autres enfants ouvrir leurs sacs et échanger des collations. En rentrant à la maison, je l'ai mentionné nonchalamment. Maman a haussé les épaules et a dit que c'était une bonne leçon de responsabilité. Une semaine plus tard, ma sœur a oublié ses devoirs. Papa a quitté le travail plus tôt pour les lui apporter à l'école. Il est rentré frustré mais fier, parlant de ses efforts et de la nécessité pour les enseignants d'être plus compréhensifs. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, écoutant, mon déjeuner oublié encore vif dans ma mémoire, et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Ces moments se sont accumulés lentement, comme l'eau use la pierre. Ils n'étaient jamais assez dramatiques pour déclencher une dispute. Personne n'a jamais dit ouvertement que ma sœur comptait plus. Tout était implicite, enrobé d'éloges pour ma force. Tu es l'indépendant. Tu retombes toujours sur tes pieds. Tu n'as pas besoin de nous comme elle. Au lycée, j'ai eu mon premier travail à temps partiel. Je travaillais le soir et le week-end, économisant pour mes propres vêtements et l'essence. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais commencer à payer certaines de mes propres affaires, ils ont rayonné. Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit qu'il était fier de ma responsabilité. Quand ma sœur voulait de l'argent de poche, elle demandait et l'obtenait généralement. Si elle dépassait son budget, c'était parce qu'elle apprenait encore. J'ai appris à résoudre mes propres problèmes en silence. Quand j'avais du mal dans une matière, je restais tard pour demander de l'aide au professeur. Quand ma voiture est tombée en panne la première fois, j'ai trouvé comment la faire remorquer et j'ai payé la facture moi-même. Papa m'a qualifié de débrouillard. Maman a dit à ses amis qu'elle n'avait jamais à s'inquiéter pour moi. Il y a une nuit à l'université qui me revient maintenant, une nuit à laquelle je n'avais pas beaucoup pensé à l'époque. J'ai appelé à la maison parce que mon compte en banque était à découvert après des frais inattendus. J'ai expliqué la situation, la voix tendue par l'embarras. Papa a écouté, puis m'a dit que cela faisait partie de l'apprentissage du fonctionnement du monde. Il a dit que ça forgerait le caractère. J'ai trouvé une solution. Je l'ai toujours fait. Ce même semestre, ma sœur a appelé à la maison en larmes parce qu'elle n'aimait pas sa colocataire. Mes parents ont proposé de couvrir les frais pour la déménager dans une chambre simple.
Ils ont présenté cela comme une protection de sa santé mentale. J'ai hoché la tête quand ils m'en ont parlé plus tard, me disant encore une fois que c'était logique. Elle avait besoin de soutien. Moi non. Avec le temps, le message est devenu clair, même s'il n'a jamais été prononcé directement. J'étais l'enfant sur qui il pouvait compter pour ne rien demander. Celui qui ne compliquerait pas les choses. Celui qui s'adapterait. Je n'en voulais pas à ma sœur pour ça, du moins pas de la manière que les gens attendent. Elle a grandi dans cette dynamique autant que moi. Elle a appris que si quelque chose n'allait pas, quelqu'un d'autre interviendrait. J'ai appris que si quelque chose n'allait pas, je ferais mieux d'être prêt à le gérer. En y repensant, je peux voir comment cela a tout façonné. La façon dont je minimisais mes besoins. La façon dont je m'excusais de poser des questions. La façon dont j'attendais que les choses soient insupportables avant de parler, et même alors, je le faisais avec prudence. Je me disais que c'était de la maturité. Je me disais que ça me rendait fort. Papa aimait répéter la même phrase chaque fois que je faisais face à un défi. Tu es indépendant, tu t'en sortiras. Il l'a dit quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. Il l'a dit quand j'ai changé de travail. Il l'a dit quand j'ai mentionné me sentir dépassé. Chaque fois, je l'entendais comme un encouragement. Chaque fois, cela fermait aussi une porte. Maman l'a fait écho à sa manière. Elle aimait dire qu'elle ne s'inquiétait jamais pour moi. Elle le disait comme si c'était la plus haute forme d'éloge. Je souriais et j'étais d'accord, même si une partie de moi se demandait ce que ce serait de susciter de l'inquiétude, d'être considéré comme assez fragile pour mériter de l'aide. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'était pas de la cruauté. Mes parents n'étaient pas des méchants à moustache, décidant qui méritait de l'amour. C'était une question d'habitude. De rôle qui avait été assigné tôt et jamais remis en question. J'étais le capable. Ma sœur était celle qui avait besoin de protection. Une fois ces boîtes dessinées, tout s'y insérait parfaitement. La nuit de l'accident a mis ces rôles en évidence. Quand j'ai appelé papa de l'hôpital, effrayé et blessé, je suis sorti du rôle qu'on m'avait donné. Pendant un bref instant, j'ai demandé à être traité comme quelqu'un qui avait besoin de soutien. Sa réponse n'était pas seulement une question d'argent. C'était de ne pas savoir comment me voir autrement. Une famille qui ne peut pas se permettre d'aider avec les factures n'a pas été dit avec méchanceté. Ça a été dit avec certitude. La certitude de quelqu'un qui avait déjà décidé où était ma place dans l'histoire. Allongé seul dans mon appartement quelques jours plus tard, ressassant cet appel dans ma tête, j'ai senti quelque chose se mettre en place. J'ai cessé de me demander pourquoi il n'était pas venu. La réponse était douloureusement simple. Il ne l'avait jamais fait. Pas quand ça comptait. Cette prise de conscience a fait plus mal que l'accident. Elle a dépouillé la dernière fine couche d'espoir que j'avais portée, la croyance silencieuse que si les choses allaient assez mal, quelqu'un interviendrait enfin pour moi. J'ai vu alors que j'avais confondu la fiabilité avec l'amour, l'indépendance avec la valeur. Les mini-crises de mon enfance se sont alignées dans ma mémoire comme des preuves. Le déjeuner oublié. Le compte à découvert. Les nuits où je suis resté éveillé à trouver des solutions seul. Rien de tout cela n'avait suffi à changer leur façon de me voir. Pourquoi cela serait-il différent? Je me souviens d'être assis sur le bord de mon canapé, le dos endolori, l'épaule raide, fixant le mur en face de moi. L'appartement était silencieux, le genre de silence qui vous oppresse. Je me sentais en colère, oui, mais plus que ça, je me sentais lucide. Lucide d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai cessé d'attendre l'équité. J'ai cessé de mesurer ma valeur à l'aune de la présence de mes parents. J'ai cessé de croire que si je me prouvais assez, ils me traiteraient enfin de la même manière qu'ils traitaient ma sœur. Cette clarté s'est accompagnée d'une décision, que je n'ai ni annoncée ni expliquée. J'ai décidé que je ne façonnerais plus ma vie autour de leurs attentes. Je ne me ferais plus petite et facile dans l'espoir de gagner quelque chose qui n'avait jamais été offert librement. Dans les semaines qui ont suivi, alors que je naviguais entre la convalescence et l'incertitude, cette décision est restée avec moi. Elle était silencieuse, stable et profondément personnelle. Je n'ai coupé les ponts avec personne de façon spectaculaire. Je ne les ai pas confrontés avec une liste de griefs. J'ai simplement ajusté mes attentes et mon comportement pour qu'ils correspondent à la réalité. Quand maman a envoyé un texto pour me demander comment j'allais, j'ai répondu poliment mais brièvement. Quand papa a suggéré que je me remettrais bientôt parce que je le faisais toujours,
je ne l'ai pas corrigé. J'ai laissé les mots me traverser sans s'accrocher. L'enfant qui n'avait jamais eu besoin d'aide avait grandi. Et pour la première fois, j'ai compris le coût de cette étiquette. Elle m'avait appris à survivre, mais elle avait aussi appris aux gens autour de moi qu'ils n'avaient pas à essayer. Alors que je me suis couché cette nuit-là, en faisant attention de ne pas me tordre le dos, j'ai senti le poids de cette vérité s'installer. L'accident m'avait enlevé ma force physique pour un temps, mais il m'avait donné autre chose en retour. Une compréhension claire de ma situation. Et aussi douloureuse que soit cette compréhension, c'était aussi le premier pas pour laisser aller quelque chose que j'avais porté bien trop longtemps. Le présent attendait tranquillement au-delà de cette prise de conscience, avec ses rendez-vous, ses factures et ses matins lents. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis laissé reposer, sachant que lorsque j'ouvrirais à nouveau les yeux, j'avancerais sans l'illusion que l'aide viendrait de là où elle n'était jamais venue. J'ai dormi quelques heures après ça, pas le genre de repos qui vous rafraîchit, mais le genre qui éteint votre corps par nécessité. Quand je me suis réveillé, la douleur était toujours là, une présence sourde et lourde qui se rappelait à moi chaque fois que je bougeais, même légèrement. Mon appartement était silencieux de cette manière qui semble plus forte quand on est seul. Pas de bruit de pas. Pas de voix. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le son lointain de la circulation à l'extérieur. Les premières semaines après l'accident se sont confondues. La kinésithérapie a commencé plus tôt que je ne le pensais. Je me souviens d'être assis dans la salle d'attente pour mon premier rendez-vous, tenant un presse-papier avec mes formulaires d'admission, l'épaule raide et lancinante. Tous les autres semblaient avoir quelqu'un avec eux. Un conjoint feuilletant un magazine. Une fille se penchant pour ajuster un manteau. Je me suis assis seul, fixant le sol, me disant que ce n'était pas grave. J'étais toujours venu seul. La thérapeute était gentille mais directe. Elle a expliqué ce sur quoi nous allions travailler et quelles étaient les limitations. La guérison prend du temps, a-t-elle dit. Vous devez écouter votre corps. J'ai hoché la tête, même si écouter mon corps signifiait surtout l'écouter se plaindre. Les exercices étaient simples sur le papier, des mouvements lents destinés à restaurer la force et la mobilité, mais chacun envoyait un rappel aigu à travers mon épaule et mon dos. J'ai serré la mâchoire et j'ai continué. Il n'y avait personne d'autre pour prendre le relais si j'arrêtais. Y aller et en revenir était un défi en soi. Je conduisais moi-même, agrippant le volant avec précaution, grimaçant chaque fois que je devais le tourner de plus de quelques centimètres. J'ai appris quels itinéraires avaient le moins de nids de poule. J'ai appris à me préparer avant chaque virage. Le temps que je rentre à la maison, mes muscles criaient, mais je me disais qu'au moins j'avais réussi à y aller et à en revenir par moi-même. La vie quotidienne est devenue un parcours d'obstacles. Porteur, les courses étaient un exercice de planification. Je me tenais dans l'allée du magasin, calculant ce que je pouvais soulever d'un bras, choisissant des articles plus petits, faisant plus de voyages. La première fois que j'ai fait tomber un sac sur le parking parce que ma prise a lâché, j'ai senti les larmes me piquer les yeux. Pas à cause de la douleur, mais à cause de la frustration de n'avoir personne vers qui me tourner pour dire « Peux-tu m'aider avec ça ?» J'ai vendu des choses que j'avais autrefois considérées comme importantes. Une lampe que j'aimais. Un ensemble de chaises qui accompagnaient mon premier vrai appartement. Je les ai mis en vente en ligne, rencontré des inconnus sur des parkings ou à ma porte, remis des morceaux de ma vie contre de l'argent que je pliais soigneusement dans mon portefeuille. Chaque vente ressemblait à une petite reddition, mais aussi à un rappel que je faisais ce que je devais faire. Le travail était un point d'interrogation constant qui planait sur tout. J'avais parlé à mon manager très tôt, expliquant la situation, essayant de paraître calme et professionnel. Il a écouté, posé quelques questions, et a dit que nous prendrions les choses une étape à la fois. J'ai apprécié son ton, mais je pouvais entendre l'incertitude en dessous. Les entreprises fonctionnent sur la productivité, pas sur la sympathie. Quelques semaines plus tard, je suis allé à une réunion. Assis en face de lui dans son bureau, j'ai remarqué à quel point la chaise était dure contre mon dos, à quel point je devais m'y asseoir avec précaution. Il a expliqué que mon poste exigeait une présence physique et une flexibilité que je ne pouvais pas garantir en ce moment. Il a dit qu'ils avaient été patients, mais qu'ils avaient besoin de cohérence. Il a évité le mot licenciement, mais le sens était clair. Il ne pouvait pas garder mon poste indéfiniment. J'ai hoché la tête et je l'ai remercié pour son honnêteté. Je lui ai serré la main avec précaution à la fin de la réunion. En retournant à ma voiture, je suis resté assis là un long moment, le front appuyé contre le volant. Ce n'était pas un désespoir dramatique.
C'était la prise de conscience silencieuse qu'un autre filet de sécurité venait d'être retiré. Mes parents étaient au courant de tout cela, de manière très vague. Maman envoyait un texto de temps en temps, demandant comment se passait la thérapie. Papa envoyait de courts messages me disant de rester positif. Aucun d'eux n'a proposé de venir me voir. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais besoin d'aide pour les courses, les trajets ou quoi que ce soit d'autre qui aurait nécessité un effort. Leur sollicitude restait confortablement distante, quelque chose qu'ils pouvaient exprimer sans changer leur routine. Au début, je me suis dit de ne pas y prêter attention. Ils étaient occupés. Ils avaient leur propre vie. Je me suis rappelé tout ce que j'avais déjà décidé dans les jours qui ont suivi l'accident. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas expliquer ma douleur en détail juste pour la rendre plus acceptable. Il y a eu des moments, cependant, où la solitude s'est faite si pressante qu'elle m'a coupé le souffle. Comme le matin où j'ai eu du mal à enfiler un t-shirt et où je me suis retrouvé assis sur le bord de mon lit, à moitié habillé, épuisé par l'effort. Ou la nuit où j'ai fait tomber une assiette dans la cuisine et où je suis resté là à regarder les éclats sur le sol, sachant que ça ferait mal de me pencher pour les nettoyer mais sachant aussi qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. J'ai parlé à mon médecin de la possibilité de reprendre le travail d'une manière ou d'une autre. Il a été prudent dans ses propos. Il a dit que ma guérison progressait, mais lentement. Il m'a rappelé que forcer trop tôt pouvait me faire reculer de plusieurs mois. Je lui ai demandé ce qu'il ferait s'il était à ma place. Il m'a regardé un long moment avant de dire qu'il donnerait la priorité à la guérison, même si cela signifiait des choix difficiles ailleurs. Les choix difficiles semblaient être le thème de ma vie à ce moment-là. Chaque jour nécessitait un calcul. Que pouvais-je me permettre? Que pouvait supporter mon corps? Que pouvais-je remettre à demain? J'ai cessé de penser en termes de plan à long terme et je me suis concentré sur le fait de traverser chaque journée sans aggraver les choses. Pendant tout ce temps, j'ai remarqué un changement dans ma façon de penser à ma famille. C'était subtil au début. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone en espérant un message qui offrait plus qu'une préoccupation superficielle. J'ai arrêté d'imaginer des scénarios où papa se présenterait soudainement à ma porte, disant qu'il avait changé d'avis. J'ai commencé à accepter que ce que j'avais reçu était tout ce que j'allais recevoir. Cette acceptation a fait mal, mais elle a aussi libéré quelque chose en moi. J'ai cessé de dépenser de l'énergie émotionnelle dans la déception. Je l'ai redirigée vers la survie. Vers de petites victoires. Traverser une séance de thérapie sans larmes. Rentrer à la maison sans avoir besoin de m'arrêter pour me reposer. Cuisiner un repas simple d'une seule main sans le brûler. Le jour où j'ai reçu l'avis officiel du travail confirmant que mon poste ne pouvait plus être maintenu, je me suis assis à ma table de cuisine et je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient polis, professionnels et définitifs. J'ai plié la lettre et je l'ai mise de côté, puis j'ai fixé le mur pendant un moment. Perdre ce travail ressemblait à toucher le fond, mais c'était aussi étrangement clarifiant. Il n'y avait plus de faux semblants. Plus d'attente que les choses reviennent à la normale. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas demandé d'aide. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à faire un nouveau plan. Il était plus petit et moins confortable que celui que j'avais avant, mais c'était le mien. J'ai mis à jour mon CV. J'ai cherché des postes qui tiendraient compte de mes limitations. J'ai réduit mon budget à l'essentiel. En faisant tout cela seul, j'ai commencé à voir mon indépendance différemment. Ce n'était plus quelque chose que je faisais pour obtenir l'approbation. C'était un outil. Une nécessité. Quelque chose que je pouvais utiliser sans prétendre que cela ne me coûtait rien. La nuit, lorsque l'appartement était calme et que mon corps se calmait enfin assez pour se reposer, je me laissais penser à l'accident et à tout ce qui avait suivi. Non pas avec amertume, mais avec une sorte de clarté sobre. C'est à ça que ressemblait le fait de passer à travers les mailles du filet. Pas un abandon dramatique, mais une absence silencieuse. Pas de la cruauté, mais une indifférence façonnée par l'habitude. Je ne savais pas alors jusqu'où cette prise de conscience m'emmènerait. Je savais seulement que la version de moi qui attendait l'équité avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que la survie signifiait parfois abandonner l'idée que l'aide viendrait de là où elle n'était jamais venue. Alors que j'étais allongé là, fixant le plafond de mon appartement, j'ai ressenti le premier véritable changement dans ma façon de voir mes parents. Non pas comme des méchants, non pas comme des sauveurs, mais comme des gens qui m'avaient montré exactement qui ils étaient quand les choses devenaient difficiles. Et pour la première fois, au lieu de discuter avec cette vérité, je l'ai laissée s'installer, lourde et indéniable,
alors que je me préparais à tout ce qui allait suivre. C'est arrivé tranquillement, comme la plupart des choses qui changent une vie. Pas avec un appel téléphonique ou un coup à la porte, mais avec une photo sur mon écran alors que j'étais assis à ma table de cuisine, l'épaule toujours raide, une tasse de café réchauffé refroidissant à côté de moi. Je faisais défiler sans réfléchir, tuant le temps avant mon prochain rendez-vous de kinésithérapie, quand j'ai vu le visage de ma sœur me sourire. Elle se tenait devant une maison que je n'avais jamais vue auparavant. Une vraie maison. Pas un appartement. Pas une location. Un endroit avec un large porche, un revêtement de couleur claire et une pelouse bien entretenue. Papa se tenait à côté d'elle, un bras autour de ses épaules, l'autre maintenant un jeu de clés qui captait juste assez la lumière du soleil pour briller. Maman était là aussi, debout légèrement derrière eux, souriant comme si c'était exactement comme les choses devaient être. La légende parlait de nouveaux départs et de gratitude. Les amis et la famille remplissaient les commentaires de félicitations. Quelqu'un a écrit à quel point c'était merveilleux que mes parents aient pu l'aider à s'installer. J'ai lu cette phrase 3 fois avant qu'elle ne fasse vraiment son effet. J'ai posé mon téléphone lentement, comme s'il pouvait me mordre si je bougeais trop vite. Ma poitrine s'est serrée, non pas de colère au début, mais d'une étrange incrédulité. J'ai rouvert la photo et j'ai regardé de plus près. Le quartier était familier. Je connaissais ce quartier. Ce n'était pas bon marché. Les maisons là-bas n'avaient pas de petit prix ou de mensualité facile. J'ai fait le calcul dans ma tête sans le vouloir. Même un apport modeste aurait été significatif. Des dizaines de milliers. De l'argent qui existait apparemment. De l'argent qui n'existait pas quand j'étais allongé dans un lit d'hôpital à me demander comment j'allais payer mon loyer. Je suis resté assis là un long moment, fixant la photo, mon esprit oscillant entre cette image et le souvenir de la voix de papa me disant que ma famille ne pouvait pas se permettre d'aider avec les factures. Les deux choses ne collaient pas, peu importe à quel point j'essayais de les faire correspondre. Au début, je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être que c'était un prêt. Peut-être qu'il y avait une circonstance spéciale que j'ignorais. Je voulais y croire, parce que y croire signifiait que je n'avais pas à affronter ce que cela pourrait réellement signifier. Mais plus je restais assis avec ça, plus j'avais froid. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé papa. Mon cœur battait plus fort que lors de n'importe lequel de mes rendez-vous chez le médecin. Je n'appelais pas pour déclencher une dispute. J'appelais parce que j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. J'avais besoin de lui donner la chance d'expliquer quelque chose qui, de mon point de vue, n'avait aucun sens. Il a répondu après quelques sonneries, sa voix chaude, presque joyeuse. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que je me débrouillais. Il y a eu une pause, le genre de pause qui se produit lorsque les deux personnes savent qu'il y a plus à venir. Je lui ai dit que j'avais vu la photo. J'ai dit félicitations. Je lui ai demandé comment ils avaient pu aider ma sœur à acheter une maison. Il y a eu une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais entendre quelque chose bouger en arrière-plan, les bruits familiers de leur maison. Finalement, il a dit, c'est différent. Les mots sont tombés à plat. Différent comment, ai-je demandé. Il a expliqué que ma sœur avait besoin de stabilité. Il a parlé de la difficulté des choses pour elle, de l'importance pour elle d'avoir son propre logement. Il l'a dit comme si c'était évident, comme si n'importe qui comprendrait. J'ai écouté, la mâchoire serrée, ma main libre crispée sur mes genoux. Quand il a fini, j'ai demandé doucement, moi aussi. Il y a eu un silence au bout du fil. Pas le genre de silence où l'appel est coupé ou où quelqu'un est distrait. Le genre de silence où l'autre personne choisit de ne pas répondre. Maman a pris le téléphone alors. Sa voix était plus douce, prudente. Elle m'a dit que ce n'était pas une question de choisir un enfant plutôt qu'un autre. Elle a dit qu'ils avaient économisé depuis longtemps. Elle m'a rappelé encore une fois à quel point j'étais fort, comment je m'étais toujours débrouillé seul. J'ai senti quelque chose changer en moi, un entassement plutôt qu'une rupture. J'ai réalisé à ce moment-là qu'ils ne voyaient rien de mal à ce qu'ils avaient fait. Dans leur esprit, tout avait un sens. L'argent avait un but, et ce but, ce n'était pas moi. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne les ai pas accusés de trahison, même si ce mot hurlait dans ma tête. J'ai posé une dernière question, prudente et délibérée. J'ai demandé s'ils avaient déjà envisagé d'utiliser cet argent pour m'aider lorsque j'étais blessé et incapable de travailler. Papa a répondu sans hésitation. Il a dit qu'ils y avaient pensé,
mais qu'il devait prendre des décisions basées sur des priorités. Il a dit que ma sœur était à un point critique de sa vie. Je les ai remerciés pour leur honnêteté. Les mots avaient un goût amer en sortant de ma bouche. Nous nous sommes dit au revoir, et l'appel s'est terminé. Je suis resté assis là, le téléphone toujours à la main, fixant l'écran vide. Mon reflet me regardait, fatigué et pâle, plus vieux que je ne le pensais. La colère est venue alors, mais elle n'était pas explosive. Elle était vive et précise, traversant le reste de ma confusion. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de savoir qui, selon eux, méritait d'être protégé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ressassé cette conversation dans ma tête plus de fois que je ne peux le compter. Non pas pour me torturer, mais pour la comprendre pleinement. Chaque version se terminait de la même manière. Ils n'avaient pas choisi de me laisser en difficulté. Ils avaient choisi de sauver ma sœur. Et ce faisant, ils avaient accepté ma lutte comme un dommage collatéral. J'ai remarqué avec quelle facilité le mot « indépendant » avait été utilisé comme justification. Comment ma capacité à survivre était devenue une excuse pour ne pas m'aider. La force, ai-je réalisé, n'était admirable que lorsqu'elle facilitait les choses pour les autres. J'ai cessé de les contacter après ça. Non pas comme une punition, non pas comme un geste dramatique, mais comme une limite. Je n'ai pas appelé pour les tenir au courant de ma guérison. Je n'ai pas envoyé de SMS sur le travail ou les finances. Quand maman a envoyé un message pour me demander comment se passait la thérapie, j'ai répondu brièvement et je ne lui ai rien demandé en retour. L'espace entre nous s'est creusé silencieusement. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de discours émotionnels. Juste un retrait progressif, comme sortir d'une pièce où l'air était devenu trop rare pour respirer. Un après-midi, alors que j'étais assis dans ma voiture devant la clinique de kinésithérapie, attendant que la douleur à mon épaule s'atténue assez pour que je puisse rentrer chez moi, j'ai pris une décision que je tournais et retournais depuis des semaines. J'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué papa. J'ai bloqué maman. J'ai bloqué ma sœur. Mon doigt a hésité une seconde avant que je ne tape sur l'écran. J'ai senti une vague de culpabilité monter immédiatement, suivie de l'envie familière de me justifier. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus stable. Le soulagement. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas envoyé de message final expliquant mes raisons. Je ne leur devais pas une plaidoirie finale. J'avais déjà dit tout ce qui comptait, et ils l'avaient entendu. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de ma chambre et j'ai regardé la vie que j'essayais de maintenir. Ce n'était pas grand-chose. Un lit, une commode, une lampe que je n'avais pas encore vendue. Mais c'était à moi. Et pour la première fois, j'ai compris que le garder à moi signifiait abandonner l'espoir que ma famille se présenterait un jour pour moi comme j'en avais besoin. La décision semblait définitive, mais pas cruelle. C'était une reconnaissance de la réalité. Je ne pouvais pas continuer à m'exposer à la même blessure et m'attendre à ce qu'elle guérisse. Alors que je m'allongeais avec précaution, installant mon corps endolori dans une position qui ne faisait pas trop mal, j'ai pensé à la maison sur cette photo. Le Porsche. Les clés. Les sourires. Et je me suis permis de pleurer ce que cela représentait. Non pas l'argent, non pas la propriété, mais la confirmation que je n'avais jamais été celui qu'il sauverait. Le calme qui a suivi était différent de la solitude que j'avais ressentie auparavant. Il était plus stable, moins désespéré. J'étais sorti de l'histoire familiale à laquelle j'avais essayé d'appartenir toute ma vie. Ce qui viendrait ensuite serait plus difficile à certains égards, mais ce serait aussi honnête. Et alors que la pièce s'assombrissait et que mes pensées ralentissaient enfin, j'ai compris que ce n'était pas une fin. C'était une ligne que j'avais tracée, une ligne qui changerait tout ce qui viendrait après. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été dramatiques. Il n'y a pas eu de percée soudaine ou de moment où tout s'est mis en place. Ce qu'il y a eu à la place, ce sont des décisions. Petites au début, puis plus grandes. Des décisions prises en silence, sans témoin, sans personne pour m'encourager ou m'avertir d'arrêter. Des décisions prises parce que j'ai compris que personne d'autre ne viendrait me sauver. La première décision concernait le travail. Une fois qu'il est devenu clair que mon ancien poste avait disparu pour de bon, j'ai dû accepter quelque chose qui blessait plus ma fierté que mon corps ne l'avait jamais fait. Je ne pouvais pas simplement attendre de guérir et de retrouver la vie que j'avais avant. Cette porte était fermée. J'ai mis à jour mon CV,
le réduisant à quelque chose de concis et d'honnête. J'ai postulé à des postes moins bien payés que ce que je gagnais. Des postes qui n'étaient pas impressionnants. Des postes qui me permettraient de m'asseoir quand j'en aurais besoin et de travailler dans les limites de mon corps. Quand j'ai reçu l'appel pour un entretien, j'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi avait l'impression que l'accepter serait admettre la défaite. Mais j'ai répondu quand même. Je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable calé sur une pile de livres, et j'ai parlé de mon expérience calmement et clairement. Je ne me suis pas excusé pour l'accident. Je ne me suis pas survendu. J'ai dit la vérité. Une semaine plus tard, j'ai signé un contrat pour un nouveau travail. Le salaire était plus bas. Les responsabilités étaient plus limitées. Mais c'était stable. Il y avait une assurance maladie. Quand j'ai raccroché le téléphone après avoir accepté l'offre, je suis resté assis là un long moment, laissant la réalité s'installer. Recommencer à zéro n'était pas glamour, mais c'était honnête. La deuxième décision concernait l'argent. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne et je l'ai intitulé « Urgence ». Le solde était faible au début, presque embarrassant. J'y ai transféré ce que je pouvais chaque mois, même si cela signifiait dire non à des choses que je voulais. J'ai suivi chaque dépense. J'ai cuisiné à la maison. J'ai appris la différence entre avoir besoin de quelque chose et le vouloir. Je me suis promis que peu importe la difficulté, je n'emprunterai plus d'argent à mes parents. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais besoin de savoir que je pouvais tenir sans cette béquille. J'ai vendu d'autres de mes biens. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, plus près du travail, qui coûtait moins cher et me demandait moins physiquement. Les murs étaient plus fins. La cuisine était exiguë. Mais le loyer était gérable, et cela comptait plus que le confort. Quand j'ai signé le bail, ma main a légèrement tremblé, non pas de peur mais du poids de ce à quoi je m'engageais. C'était ma vie maintenant, construite avec soin et délibération. La troisième décision concernait les relations. Les gens ont remarqué le changement en moi avant que je ne le comprenne pleinement moi-même. Des amis m'ont demandé pourquoi je ne semblais plus sortir avec personne. J'ai souri et j'ai dit que j'étais occupé, ce qui était vrai, mais pas toute la vérité. La vérité était que je ne me sentais plus en sécurité en m'attachant à quiconque pourrait un jour devenir une autre source de déception. J'avais appris ce que c'était que de tendre la main dans la vulnérabilité et d'être accueilli par la distance. Je n'étais pas pressé de répéter cette leçon. J'ai eu quelques rendez-vous par obligation plus que par intérêt. Des gens sympathiques, des conversations agréables, rien de mal en surface. Mais je suis resté sur mes gardes. Je n'ai laissé personne voir à quel point mon filet de sécurité était encore mince. Quand les choses ont commencé à devenir trop proches, j'ai reculé. Je me suis dit que je protégeais mon indépendance. Peut-être que je protégeais aussi une vieille blessure qui n'avait pas complètement guéri. Avec le temps, les années ont commencé à s'accumuler. Une est devenue 2. 2 sont devenus 4. 4 sont devenus 8. La vie a avancé, que je sois prêt ou non. Je me suis amélioré dans mon nouveau travail. J'ai obtenu des augmentations lentement, par la constance plutôt que par le brio. Mon fonds d'urgence a grandi. Pas vite, mais régulièrement. J'ai appris à vivre selon mes moyens sans me sentir privé. J'ai appris à réparer de petites choses dans mon appartement, à négocier les factures, à me défendre au travail sans broncher. Il y a eu des moments où mes parents sont revenus dans ma conscience. Une carte de vœux transmise par un parent. Un ami commun mentionnant quelque chose en passant. Je ressentais parfois une pointe de curiosité, une envie fugace de prendre des nouvelles. Je me suis rappelé la clarté que j'avais atteinte cette nuit-là dans ma voiture devant la clinique de thérapie. J'avais tracé ma ligne pour une raison. De temps en temps, je me surprenais à être fier d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas le genre de fierté qui cherche la validation, mais la satisfaction tranquille de savoir que j'avais géré les choses par moi-même. J'ai payé mes factures. Je me suis présenté au travail. J'ai pris soin de mon corps. Personne ne pouvait me prendre ça. Pourtant, il y avait des nuits où le silence se faisait pressant. Où le poids de tout faire seul semblait lourd. Je m'asseyais sur mon canapé avec les lumières basses, écoutant le bourdonnement de la ville à l'extérieur, et je me demandais ce que ça aurait été d'avoir des parents qui se seraient comportés différemment. J'ai laissé ces pensées passer sans les poursuivre. Se demander ne changeait rien. Au fil des années, ma vision de mes parents a de nouveau changé, non pas vers le pardon exactement,
mais vers une distance qui ne faisait plus aussi mal. J'ai cessé de définir ma vie en opposition à eux. J'ai cessé de prouver quoi que ce soit. J'ai simplement vécu. Au début de la trentaine, je me sentais installé d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mes routines étaient solides. Mes finances étaient stables. Mes attentes étaient réalistes. Je n'avais pas besoin d'approbation. Je n'avais pas besoin de sauvetage. J'avais besoin de continuité, et je l'avais construite pour moi-même. Un après-midi, après avoir terminé une longue journée de travail, j'ai traversé mon appartement et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. L'endroit ressemblait à un foyer. Pas temporaire. Pas quelque chose que je traversais en attendant que quelque chose de mieux arrive. C'était le mien d'une manière qui n'avait rien à voir avec la propriété ou le statut. C'était le produit de chaque décision que j'avais prise depuis l'accident. Cette prise de conscience s'est accompagnée d'un sentiment de paix que je n'attendais pas. J'avais passé si longtemps à me préparer à la prochaine déception que je n'avais pas remarqué que la tension s'était enfin relâchée. Je dormais mieux. Je riais plus facilement. J'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone sonnait. Si quelqu'un m'avait demandé alors si mes parents me manquaient, j'aurais dû réfléchir attentivement avant de répondre. L'idée d'eux me manquait. Ce qu'ils auraient pu être me manquait. Mais ce qu'ils étaient réellement ne me manquait plus. Au bout de 8 ans, ma vie était calme et stable. Pas excitante. Pas dramatique. Juste stable. Je croyais m'être enfin sorti de l'ombre de ma famille pour entrer dans quelque chose que j'avais créé moi-même. Je ne savais pas que le calme que j'avais bâti était sur le point d'être mis à l'épreuve. Je savais seulement que pour la première fois depuis l'accident, je me sentais à nouveau moi-même. Et ce sentiment de paix durement gagné semblait permanent, comme quelque chose qui ne pouvait pas être ébranlé. Du moins, c'est ce que je croyais alors, debout dans ma petite cuisine un soir, rinçant une tasse à l'évier, ignorant que l'appel téléphonique qui allait tout changer à nouveau était déjà en route. C'est arrivé quelques jours avant Noël, en fin d'après-midi, alors que la lumière à l'extérieur avait déjà commencé à s'estomper et que le monde semblait plus calme que d'habitude. Je venais de rentrer du travail, mon manteau encore sur le dos, mon sac posé près de la porte. L'appartement était froid car j'avais baissé le chauffage avant de partir, et j'étais là, à me demander si je devais me faire un thé ou simplement me glisser sous une couverture, quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro sur l'écran était inconnu à première vue. Pas enregistré. Pas un que je reconnaissais. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale sans y penser à 2 fois. Mais quelque chose dans le timing m'a fait hésiter. C'était peut-être la saison. C'était peut-être le calme. C'était peut-être le léger sentiment de malaise qui s'est installé dans ma poitrine avant que je puisse me raisonner. J'ai répondu. Il y a eu un temps de silence, juste assez long pour que je me demande si c'était une erreur de numéro. Puis j'ai entendu sa voix. Salut. C'est papa. Le son m'a littéralement sorti de mon corps. Pendant un instant, je n'ai plus su le situer dans ma vie. 8 ans, c'est long. Les voix changent. Le contexte disparaît. Il avait l'air plus vieux. Fatigué. Prudent. J'ai dit bonjour, ma propre voix plate, inconnue même pour moi. Nous avons échangé quelques mots polis, le genre de mots que les gens utilisent quand ils ne savent pas par où commencer. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Il a dit que c'était bon à entendre. La conversation est restée là, maladroite et sans poids, comme si nous avions tous les deux peur d'y mettre un poids réel. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit, « Ta mère et moi nous demandions si tu pourrais venir pour le dîner de Noël. » Les mots sont tombés doucement, mais l'impact a été tout sauf doux. Noël. Dîner. Ensemble. C'était surréaliste, comme s'il m'avait invité dans une version de la réalité qui n'existait plus. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, dans ma cuisine, mon manteau encore à moitié enfilé, fixant le mur en face de moi. La peinture avait une petite éraflure près du coin que je me promettais de retoucher depuis des mois. C'est là que mes yeux se sont posés, comme si se concentrer sur quelque chose d'ordinaire pouvait me garder ancré. Ça fait longtemps, a-t-il ajouté. On a pensé que ce serait bien. Bien. Le mot a résonné dans ma tête, creux et déplacé. J'ai demandé qui d'autre serait là. Il a dit, ta mère. Ta sœur. Peut-être quelques parents s'ils sont en ville. Il l'a dit nonchalamment,
comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je lui ai dit que j'aurais besoin d'y réfléchir. Bien sûr, a-t-il dit rapidement. Pas de pression. On voulait juste demander. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis appuyé contre, mes paumes à plat sur la surface fraîche. Mon cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Non, pas d'excitation. Pas de peur exactement. Du choc d'être rappelé que le passé n'était pas aussi bien rangé que je le croyais. Le reste de la soirée, j'ai erré dans mon appartement comme dans un rêve. J'ai enlevé mon manteau. J'ai fait du thé. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre sombre, observant mon propre reflet bouger au passage des voitures. J'ai rejoué sa voix dans ma tête, le ton prudent, la façon dont il avait dit mon nom. Pourquoi maintenant? Cette question n'arrêtait pas de tourner, sans trouver de réponse. 8 ans de silence. 8 ans sans anniversaire, sans vacances, sans une seule conversation qui comptait. Et maintenant, soudainement, une invitation. Je n'ai appelé personne pour en parler. L'opinion de personne ne me semblait pertinente. Il ne s'agissait pas de logistique ou d'obligation. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir toucher. Au cours des jours suivants, j'y ai pensé plus que je ne voulais l'admettre. Au travail, je me surprenais à fixer mon écran, lisant le même email encore et encore. À la maison, je commençais une tâche et l'abandonnais à mi-chemin alors que mon esprit revenait à l'appel. Une partie de moi était en colère. Une autre partie était méfiante. Ce n'était pas une famille qui tendait la main sans raison. Il y avait toujours une raison. Toujours un besoin. Je ne pouvais pas imaginer ce que cela pourrait être, mais j'étais certain que ça existait. Une autre partie de moi ressentait quelque chose de plus proche de la curiosité. Pas de l'espoir. J'avais appris à ne plus en avoir. Mais une curiosité de savoir si les affronter à nouveau fermerait enfin une porte qui était restée entr'ouverte dans mon esprit pendant des années. J'ai essayé de m'imaginer à nouveau assis à leur table. La disposition familière de la maison. L'odeur du salon, un mélange subtil de produits de nettoyage et de vieux meubles. Le son de papa s'éclaircissant la gorge avant de parler. La façon dont maman s'agitait autour des assiettes et des portions. Tout cela semblait lointain, comme le souvenir d'un endroit où l'on avait vécu il y a une éternité. À l'approche de Noël, je savais que je devais me décider. Dire non aurait été plus facile à certains égards. Cela aurait préservé ma paix soigneusement construite. Mais cela aurait aussi laissé quelque chose en suspens, un point d'interrogation planant là où je voulais un point final. Le matin où j'ai finalement pris ma décision, je me suis réveillé tôt, bien avant mon réveil. L'appartement était encore sombre, la ville dehors silencieuse. Je suis resté là, fixant le plafond, écoutant ma propre respiration, et j'ai compris quelque chose que je tournais et retournais depuis des jours. Je n'avais pas peur de les voir. J'avais peur de me revoir dans cet espace. Peur de retomber dans de vieux rôles, de vieux schémas, de vieux silences. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé papa. Il a répondu rapidement cette fois, comme s'il attendait. Je lui ai dit que je viendrais dîner. Je n'ai pas dit qu'il me manquait. Je n'ai pas dit que j'avais hâte. J'ai dit que je serais là. Il a semblé soulagé. Il m'a remercié. Il a dit que maman serait contente. Quand l'appel s'est terminé, je me suis senti étrangement calme. La décision était prise. Quoi qu'il m'attende là-bas, je l'affronterai selon mes propres termes. Les jours précédant Noël passèrent lentement. J'ai préparé un petit sac pour le trajet, choisissant des vêtements neutres, confortables, non symboliques de quoi que ce soit. Je n'ai pas apporté de cadeaux. Je me suis dit que je n'allais pas jouer la comédie de la joie des fêtes ou de la réconciliation. J'allais observer. Écouter. Voir. Le matin du trajet, le ciel était couvert, l'air vif de froid hivernal. J'ai chargé mon sac dans la voiture et je me suis assis au volant un instant avant de démarrer le moteur. Mon reflet me regardait dans le rétroviseur, plus vieux que la dernière fois que j'avais fait ce trajet, plus stable aussi. Le trajet lui-même fut silencieux. L'autoroute s'étendait devant moi, des panneaux familiers défilant, kilomètre après kilomètre. J'ai gardé la radio éteinte, préférant le ronronnement des pneus sur la route. À chaque kilomètre, le passé se sentait plus proche, plus lourd, mais aussi moins puissant qu'auparavant. En tournant dans la rue où vivaient mes parents, ma poitrine s'est serrée. La maison est apparue,
très semblable à ce qu'elle avait toujours été. Même revêtement. Même allée. Même lumière de Porsche. C'était étrange de voir à quel point quelque chose d'aussi inchangé pouvait sembler si distant. Je me suis garé sur le bord de la route et je suis resté assis là un moment, les mains posées sur le volant. La maison se dressait devant moi, pleine de souvenirs que j'avais passé des années à soigneusement mettre de côté. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la portière de la voiture et je suis sorti dans le froid. À chaque pas vers la porte d'entrée, j'ai senti le poids de ce que je faisais s'installer. Je ne revenais pas pour récupérer quoi que ce soit. Je ne venais pas pour être pardonné ou pour pardonner. Je venais pour affronter ce qui m'attendait de l'autre côté de cette porte, enfin et entièrement. En arrivant sur le porche, j'ai fait une pause, ma main planant au-dessus de la poignée. La maison était silencieuse, les fenêtres brillant doucement de l'intérieur. J'ai redressé les épaules, je me suis ancré dans la personne que j'étais devenue, et j'ai frappé. La porte s'est ouverte, et je suis entré dans l'espace que j'avais laissé derrière moi, emportant avec moi 8 ans de distance, prêt à voir ce qui m'avait vraiment ramené. La maison sentait exactement la même chose. Viande rôtie, pain chaud, quelque chose de sucré cuisant dans le four. La musique de Noël jouait doucement quelque part dans le couloir, assez bas pour sembler intentionnelle, comme un décor de fond plutôt qu'une célébration. Maman s'est d'abord tenue dans l'embrasure de la porte, souriant trop vite, ses bras déjà levés comme pour m'étreindre avant même de m'avoir bien regardé. Elle a prononcé mon nom et m'a attiré vers elle, son étreinte légère et prudente, comme celle des gens qui ne sont pas sûrs d'en avoir le droit. Je lui ai rendu brièvement son étreinte, sentant la raideur familière dans mes épaules qui n'avait rien à voir avec de vieilles blessures. Papa se tenait quelques pas derrière elle, les mains dans les poches, nous regardant avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer immédiatement. Il a hoché la tête une fois et a dit « C'est bon de te voir ». J'ai hoché la tête en retour et j'ai dit « Ça fait un moment ». Le salon avait l'air inchangé. Même canapé. Même photos encadrées sur les étagères. Les décorations de Noël remplissaient l'espace, de bon goût et sobre, exactement comme maman les aimait. Tout semblait soigneusement arrangé, comme si la maison elle-même s'était préparée à mon retour. Ma sœur est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle a souri en me voyant, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Elle avait l'air plus mince que dans mon souvenir. Fatiguée. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, et lorsque nos regards se sont croisés, elle a détourné le sien presque immédiatement. Nous avons échangé un bref bonjour, maladroit et poli. Aucune mention des années qui nous séparaient. Aucune reconnaissance de la distance. Juste une gentillesse superficielle, comme des étrangers qui partagent un nom de famille. Le dîner était presque prêt. Maman m'a demandé de m'asseoir à table pendant qu'elle terminait. Je me suis assis là où j'avais l'habitude, du même côté, face à la fenêtre. La table était joliment mise, les assiettes réchauffées, les serviettes pliées juste comme il faut. Tout était très normal. Réconfortant. Cette normalité me semblait étrange dans la poitrine, comme porter un vieux manteau qui ne me va plus tout à fait. Quand nous nous sommes finalement assis pour manger, papa a dit quelques mots sur la gratitude envers la famille et l'union. Il a gardé les yeux sur la table pendant qu'il parlait, son ton mesuré. Maman a hoché la tête, les mains jointes. Ma sœur a fixé son assiette. Au début, la conversation est restée légère. Le travail. La météo. Quelqu'un que nous connaissions tous vaguement qui allait se marier. J'ai répondu aux questions lorsqu'elles m'étaient adressées, gardant mes réponses courtes et neutres. Je n'ai pas beaucoup parlé de moi. J'ai observé à la place. Ma sœur a à peine parlé. Quand elle l'a fait, c'était à voix basse, d'un ton sec. Elle poussait la nourriture dans son assiette plus qu'elle ne la mangeait. Quelquefois, je l'ai surprise à se frotter les tempes comme si elle avait mal à la tête. Quand papa lui a demandé comment ça allait, elle a haussé les épaules et a dit « Bien », puis a bu une longue gorgée d'eau. Papa a comblé le silence facilement. Il a parlé de l'importance pour les familles de rester unies, surtout dans les moments difficiles. Il a mentionné que le monde semblait plus incertain ces jours-ci. Que l'on ne sait jamais quels défis peuvent survenir. Chaque commentaire tombait doucement, mais ensemble, ils ont commencé à former un schéma. Maman est intervenue, d'accord avec lui. Elle a dit que Noël était une question de pardon et d'être là les uns pour les autres. Elle m'a regardé en le disant, son expression pleine d'espoir, prudente. J'ai hoché la tête poliment, ma fourchette posée sur le bord de mon assiette.
Mon estomac était noué, non pas de faim ou de nervosité exactement, mais du sentiment que nous tournions autour de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait encore nommer. Le moment qui a tout fait basculer est arrivé de manière inattendue. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit quelque chose sur la façon dont la vie a une manière de vous rendre humble. Il a dit que peu importe à quel point vous pensez être préparé, les choses peuvent changer rapidement. Il a dit que c'est à ce moment-là que la famille compte vraiment, quand les gens sont prêts à se soutenir les uns les autres. C'était ça. Pas une question. Pas une demande. Une mise en place. J'ai senti mon pouce accélérer, mon attention s'aiguiser. La chaleur de la pièce semblait soudainement artificielle, comme un décor de théâtre. Elle fixait son assiette, la mâchoire serrée, son pied rebondissant légèrement sous la table. Maman a ajouté que tout le monde a parfois besoin de soutien. Elle a dit que même les plus forts d'entre nous peuvent avoir besoin d'aide. Ses yeux se sont tournés vers moi, puis se sont détournés. L'ironie était presque trop forte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une bouchée de nourriture, j'ai mâché lentement et j'ai laissé le moment s'étirer. La pièce était maintenant tendue, le genre de tension qui bourdonne silencieusement sous une conversation polie. Personne ne haussait la voix. Personne ne disait rien d'ouvert. Mais l'air avait changé. Papa m'a demandé comment je m'en sortais ces derniers temps. Il a dit qu'il savait que j'étais doué pour prendre soin de moi, mais que ça avait dû être difficile par moments. J'ai croisé son regard pour la première fois de la soirée. Il était stable, interrogateur. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une question anodine. Il me jaugeait. J'ai dit que je m'en sortais très bien. J'ai dit que j'avais construit une vie stable. J'ai dit que j'avais appris à gérer les choses par moi-même. Il a hoché la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'il avait déjà décidé. Ma sœur s'est excusée pour aller à la cuisine, disant qu'elle devait vérifier quelque chose. Elle n'a regardé aucun de nous en se levant. Je l'ai regardé partir, la façon dont ses épaules se sont légèrement affaissées en quittant la pièce. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce dîner ne visait pas à prendre des nouvelles. Il ne s'agissait pas de réconciliation ou de guérison de vieilles blessures. Il s'agissait de besoins. De levier. De me repositionner dans un rôle dont j'étais sorti il y a des années. La prise de conscience a été calme et vive à la fois. J'ai ressenti une étrange sensation de clarté m'envahir, dissipant toute confusion persistante que j'avais emportée avec moi dans cette maison. Je comprenais maintenant pourquoi l'invitation était arrivée à ce moment-là. Pourquoi le ton avait été prudent. Pourquoi l'accent sur la famille avait été si délibéré. Ils avaient besoin de quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais j'en étais certain. Quand ma sœur est revenue, elle s'est rassise tranquillement, les yeux plus rouges qu'avant. Maman a tendu la main et lui a serré la sienne, un geste si instinctif et familier que c'était presque douloureux à regarder. Papa s'est éclairci la gorge et a changé de sujet, parlant de dessert. J'ai joué le jeu. J'ai ri au bon moment. J'ai remercié maman pour le repas. J'ai gardé ma voix égale, ma posture détendue. À l'intérieur, cependant, j'étais pleinement alerte. Chaque mot qui suivait ressemblait à un test. Chaque regard semblait chargé. J'ai remarqué comment papa n'arrêtait pas de me regarder quand il parlait de responsabilité. Comment maman observait attentivement mes réactions. Comment ma sœur évitait de croiser mon regard. Le but de la soirée devenait de plus en plus lourd à chaque minute qui passait. Et pourtant, je ne me suis pas levé pour partir. Il y a une version de moi, il y a des années, qui aurait trouvé une excuse et se serait éclipsée discrètement, épargnant à tout le monde l'inconfort de la confrontation. Cette version de moi croyait que partir tôt était la même chose que de maintenir la paix. Je n'étais plus cette personne. Je suis resté assis, les mains posées calmement sur mes genoux, mon attention concentrée. Vers quoi qu'il tournait, je voulais l'entendre clairement. Je voulais y faire face, sans broncher, sans deviner. La vérité approchait. Je pouvais le sentir dans la façon dont la conversation revenait sans cesse sur les thèmes du soutien et de la responsabilité. Dans la façon dont la respiration de ma sœur semblait superficielle, ses mouvements tendus. Dans la façon dont la voix de papa prenait ce ton familier qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à avoir une discussion sérieuse. J'ai pris une lente inspiration et je me suis rappelé pourquoi j'étais venu. Pas pour réparer quoi que ce soit. Pas pour être utile. Mais pour voir. Alors que le dessert était servi et que les assiettes étaient débarrassées, la pièce s'est installée dans un rythme plus calme.
La musique jouait toujours doucement. Les lumières brillaient toujours chaleureusement. En surface, c'était toujours un dîner de Noël. Mais en dessous de tout ça, quelque chose attendait. Je suis resté assis là, écoutant, observant, sentant le poids de 8 ans presser doucement contre mon dos, et je savais avec certitude que ce qui allait être dit changerait la forme de cette nuit. Maman a été la première à rompre le silence. Elle s'est éclaircie la gorge et a commencé à rassembler les assiettes, se déplaçant entre la table et la cuisine bien que rien sur la table ne nécessite un nettoyage immédiat. Ses mains bougeaient rapidement, presque nerveusement. Elle évitait l'immobilité. Papa est resté assis, fixant la table comme si le grain du bois pouvait lui dire quoi faire ensuite. Ma sœur était assise raidement, les mains si étroitement jointes que ses articulations étaient devenues pâles. Elle n'a pas levé les yeux, pas même lorsque maman est revenue et s'est appuyée contre le comptoir au lieu de s'asseoir. Ses épaules étaient tendues, ses yeux rouges. Maman a dit qu'il y avait quelque chose dont nous devions parler. La pièce a changé. La chaleur du dîner s'est estompée pour devenir quelque chose de plus lourd, quelque chose qui pesait sur l'air. Papa a hoché la tête une fois, lentement, se préparant. Ma sœur a pris une petite inspiration, comme pour se préparer à être exposée. Maman a commencé par ma sœur. Elle a dit que les dernières années avaient été plus difficiles que quiconque ne le réalisait. Plus difficiles qu'il ne me l'avait jamais dit. Elle a dit que la vie s'était effilochée d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Le visage de ma sœur s'est crispé. Sa mâchoire s'est serrée si visiblement que je pouvais voir les muscles tressaillir. Maman a dit que le mariage s'était effondré. Pas progressivement, pas après de longues conversations ou des accords mutuels. Il s'était écroulé, écrasé sous les dettes de jeu dont ma sœur n'avait pas eu connaissance jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Carte de crédit. Prêt personnel. Compte secret vidé jusqu'à la dernière goutte. Factures fourrées dans des tiroirs. Un gouffre financier caché derrière un optimisme forcé. Le temps qu'elle découvre quoi que ce soit, tout s'effondrait déjà. Ma sœur a finalement parlé, sa voix un murmure sec. Elle a dit qu'elle avait essayé de réparer les choses. Essayé de couvrir les pertes. Essayé de croire son ex-mari quand il promettait que ça s'arrêterait. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Ça n'a fait qu'empirer. Chaque mensonge avait été une pierre jetée dans l'eau profonde, et elle s'était noyée en essayant de les ramasser. Elle a dit que le divorce avait été laid. Colérique. Coûteux. Avocat. Frais de justice. Partager le peu qui restait de leurs biens. Elle a dit qu'elle avait perdu son travail peu de temps après. Une combinaison de stress, de jours d'absence et de mauvaise évaluation de performance que son superviseur ne pouvait plus ignorer. Tout s'est effondré plus vite qu'elle ne pouvait le suivre. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la joie. Pas de la satisfaction. Pas même de l'amertume. Juste de la compréhension. Une confirmation silencieuse et lourde de ce que j'avais déjà pressenti. Ce n'était pas une histoire de malchance ou de vie injuste. C'était une histoire de déni qui rattrapait enfin son retard. Maman s'est à nouveau éclairci la gorge. Sa voix tremblait. Elle a admis qu'ils avaient utilisé leurs économies pour soutenir ma sœur. Ils ont couvert l'apport pour la maison. Ont aidé avec les frais de justice. Ont payé les factures pendant la période de chômage. Ils s'étaient convaincus que c'était temporaire. Que les choses se stabiliseraient bientôt. Que la maison deviendrait un nouveau départ, une nouvelle fondation. Papa a finalement parlé. Sa voix était plus rauque, alourdie. Il a dit que sa santé avait pris une mauvaise tournure il y a quelques années. Rien de catastrophique au début, mais assez pour tout changer. Assez pour modifier la couverture d'assurance, augmenter les coûts, ajouter des rendez-vous. Assez pour vider l'argent plus vite qu'il ne pouvait le reconstituer. Il a dit que les factures s'accumulaient. Les primes grimpaient. Les coûts des médicaments augmentaient. Des quotes-parts inattendues apparaissaient. Il a dit qu'il n'arrêtait pas de penser que les choses se stabiliseraient, mais elles ne l'ont jamais fait. Puis il a admis quelque chose de plus grand. Il a dit qu'ils avaient contracté une ligne de crédit sur la maison. Un HELOC. Il a dit que c'était censé être temporaire. Un pont pour traverser une saison difficile. Mais la saison n'a jamais pris fin, et le pont n'a cessé de s'allonger sur un fossé qui s'élargissait. Pendant qu'il parlait, l'image s'est précisée dans mon esprit. La maison qui symbolisait autrefois la stabilité était devenue un poids qui les entraînait vers le fond.
Les rénovations que j'avais vues des années plus tôt, celles qui m'avaient dérouté, n'étaient pas la preuve de l'abondance. Elles étaient la preuve de l'espoir. L'espoir que l'argent viendrait plus tard, que les choses s'arrangeraient. Mais la vie n'avait pas coopéré. Puis papa a prononcé les mots qui ont fait passer la conversation de l'explication à la crise. La banque avait envoyé un avis. Un avis de défaut de paiement. La pièce est tombée dans un silence plus profond. Même la douce musique du salon s'est évanouie, comme si elle comprenait que sa présence ne convenait plus. Papa a expliqué qu'ils étaient en retard sur les paiements. Le solde de la ligne de crédit avait atteint des proportions incontrôlables. Les intérêts s'accumulaient. Les appels de la banque devenaient plus fréquents. Et sans intervention, la maison serait saisie. Maman s'est affalée sur une chaise, le visage cendré. Ma sœur a pincé les lèvres, les yeux vitreux mais ne pleurant pas encore. Étrangement, je me sentais calme. Pas engourdi. Juste lucide. Chaque pièce manquante du puzzle s'est mise en place. Ce n'était pas soudain. Cela se construisait depuis des années. Des décisions empilées les unes sur les autres, s'effondrant enfin. Papa m'a regardé alors. Vraiment regardé. Ses yeux ont cherché les miens, non pas avec curiosité ou regret, mais avec calcul. Il n'a pas eu besoin de dire ce qu'il pensait. Je le savais. Il savait que je le savais. J'étais devenu le plan de secours. Le dernier pont non brûlé. Le stable. La valeur sûre. Et pour la première fois, j'ai vu exactement comment il me voyait. Pas comme un fils. Pas comme quelqu'un qu'ils avaient blessé il y a 8 ans. Mais comme celui qui avait survécu de toute façon. Celui qui était resté stable. Celui sur qui on pouvait maintenant s'appuyer, maintenant que tout le reste s'était effondré. Maman s'est essuyé les yeux avec une serviette. Elle a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si mal. Elle a dit qu'il croyait aider la famille. Elle a dit que la famille était censée l'aider. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. L'ironie ne m'a pas échappé. Je les ai laissés finir. Chaque détail. Chaque excuse. Chaque regret enveloppé de justification. Quand ils se sont finalement tus, la peau s'est étirée sur la table comme une longue ombre. Non pas maladroite. Expectante. Lourde. L'attention de papa s'est entièrement portée sur moi. Le regard de maman a suivi. Ma sœur est restée immobile, se préparant à ce qui allait suivre. J'ai pensé à la nuit de mon accident. L'odeur stérile de l'hôpital. Le poids de la peur dans ma poitrine. La phrase cinglante que papa m'avait dite. La famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. Je m'étais répété cette phrase pendant des années. J'avais reconstruit ma vie autour de sa vérité. Et à ce moment-là, j'ai tout vu clairement. Il ne m'avait pas invité pour renouer. Il m'avait invité pour calculer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté assis, me ressaisissant. J'ai laissé le silence grandir, non pas pour les manipuler, mais pour me rappeler que je ne devais pas une réponse dictée par l'urgence ou la culpabilité. Papa s'est agité sur sa chaise. Son sang-froid s'est fissuré juste assez pour laisser paraître l'inconfort. Maman a serré sa serviette. Ma sœur a fixé la table comme si elle pouvait s'y fondre. Dans cette immobilité, quelque chose s'est installé en moi. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas une question de colère. Ce ne serait pas une question de vengeance. Ce serait une question de limite tracée à l'encre indélébile. J'ai pris une lente inspiration et j'ai croisé le regard de papa, prêt pour la confrontation qui n'était plus évitable. Il ne s'est pas précipité. C'est la première chose que j'ai remarquée. Il a tendu la main sous le bord de la table calmement, presque cérémonieusement, et a sorti un dossier mince, du genre que l'on reçoit des banques ou des avocats. Simple. Manille. Sans étiquette. Sans écriture. La vue de cela a resserré quelque chose au fond de ma poitrine, non pas de peur, mais de reconnaissance. C'était la raison pour laquelle j'avais été invité. C'était la vraie réunion, celle qui se cachait derrière le dîner de Noël et les conversations polies. Il a posé le dossier sur la table entre nous et l'a glissé légèrement dans ma direction, avec précaution et délibération, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Les papiers à l'intérieur ont bougé doucement, le son anormalement fort dans la pièce silencieuse. Il a dit qu'il voulait discuter de quelques options. Maman s'est immédiatement penchée en avant,
les mains si étroitement jointes que ses articulations étaient devenues pâles. Ma sœur est restée très immobile, les yeux fixés sur le dossier comme s'il pouvait disparaître si elle détournait le regard. Papa a dit qu'ils avaient parlé à la banque. Il a dit qu'ils avaient exploré le refinancement. Il a dit qu'ils avaient parlé de vendre, de réduire la taille, de retarder les paiements, tout ce qui pourrait leur faire gagner du temps. Sa voix était stable, contrôlée, le même ton qu'il utilisait lorsqu'il expliquait des décisions difficiles quand j'étais plus jeune. Il a dit qu'ils avaient fait les calculs de toutes les manières possibles. Il a dit que rien de tout cela n'était suffisant. Puis il a fait une pause, juste assez longtemps pour que les mots suivants aient plus d'impact. Il a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un de stable. Il m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Il m'a dit que j'avais toujours été responsable. Que j'avais un revenu stable. Un bon crédit. Un dossier financier impeccable. Il a dit que j'avais prouvé que je pouvais gérer les difficultés et m'en sortir. Il a dit que la banque prendrait mon implication au sérieux. Il a ouvert le dossier et l'a tourné vers moi. Des pages de petits caractères me faisaient face. Des paragraphes denses. Des rangées de chiffres. Des lignes attendant des signatures en bas, vierges et expectantes. Il a dit qu'il me demandait d'aider en cosignant. Ou en prenant temporairement la responsabilité. Il a dit que ce ne serait pas permanent. Juste jusqu'à ce que les choses se tassent. Juste jusqu'à ce que tout le monde puisse à nouveau respirer. Je n'ai pas touché les papiers. J'ai demandé ce qui se passerait si des paiements étaient manqués. Papa a hésité. Juste une fraction de seconde. Puis il a dit que cela affecterait mon crédit. Ma capacité à emprunter. Mon avenir financier. J'ai demandé si mon nom serait légalement lié à la dette. Il a dit oui. J'ai demandé s'il y avait une garantie que je ne finirais pas responsable de la totalité du montant. Cette fois, il n'a pas répondu tout de suite. Maman est intervenue, la voix tendue et précipitée. Elle a dit que ce n'était que de la paperasse. Elle a dit que les familles font ce genre de choses les unes pour les autres tout le temps. Elle a dit qu'ils ne laisseraient jamais cela me retomber dessus. Elle a dit qu'ils avaient juste besoin d'aide pour traverser cette mauvaise passe. Je l'ai regardée et j'ai demandé depuis combien de temps durait la mauvaise passe. Elle a baissé les yeux sur la table et n'a pas répondu. Papa a dit qu'il ne s'agissait pas d'attribuer des responsabilités. Il a dit qu'il s'agissait de survie. Il a dit qu'ils étaient à un carrefour et qu'ils devaient agir rapidement. J'ai hoché la tête lentement, assimilant tout cela. Je m'attendais à de la panique. À des supplications. À des éclats de voix. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est une étrange clarté, comme entrer en plein jour après des années dans une pièce sombre. J'ai posé une dernière question. J'ai demandé s'ils avaient envisagé le risque pour moi lorsqu'ils ont pris ces décisions. Papa a légèrement froncé les sourcils. Il a dit que ce n'était pas la même situation qu'avant. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fermement mis en place en moi. Je lui ai dit que je devais dire quelque chose. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même ma sœur a levé les yeux. J'ai dit que je me souvenais de la nuit où j'ai appelé de l'hôpital. J'ai dit que je me souvenais d'être allongé dans un lit, à peine capable de bouger, effrayé par le loyer, la convalescence et la solitude. J'ai dit que je me souvenais exactement de ce qu'il m'avait dit. J'ai répété ces mots calmement. La famille n'a pas les moyens d'aider avec les factures. La phrase est tombée dans l'espace entre nous et y est restée. J'ai dit que je l'avais cru. J'ai dit que j'avais remodelé toute ma vie autour de cette réalité. J'ai dit que j'avais appris à survivre sans attendre de soutien de leur part. J'ai dit que j'avais fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire. Je lui ai dit que maintenant, il me demandait de mettre mon avenir financier en danger pour des choix que je n'avais pas faits, après m'avoir appris que l'aide familiale avait des limites claires. Maman a secoué la tête alors que des larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit que c'était différent. Elle a dit que les circonstances changent. J'ai de nouveau hoché la tête. J'ai dit, oui, c'est vrai. La voix de papa s'est tendue. Il a dit que je m'accrochais au passé. Il a dit que j'étais froid. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'équité, mais de nécessité. Je lui ai dit que la nécessité existait aussi il y a 8 ans. Ma sœur a enfin parlé. Sa voix s'est brisée dès qu'elle a ouvert la bouche. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que les choses tournent ainsi. Elle a dit qu'elle se noyait. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Je la croyais. Vraiment.
Je pouvais voir à quel point elle était fatiguée, à quel point elle était usée. Mais la croyance n'équivalait pas à l'obligation. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle traverse cela. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait une solution. Je lui ai dit que je ne pouvais pas être cette solution pour elle. Le visage de papa s'est empourpré. Il a dit que je les abandonnais. Il a dit que je choisissais l'orgueil plutôt que la famille. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je leur tournerais le dos alors qu'ils avaient le plus besoin de moi. Maman a dit qu'il m'avait tout donné en grandissant. Elle a dit qu'il m'aimait. Elle a dit que c'est comme ça que l'amour fonctionne. J'ai écouté tout cela sans interrompre. J'ai laissé les mots me submerger et me traverser. J'ai ressenti de la tristesse, oui. Mais je ne me suis pas senti coupable. Quand ils ont fini, j'ai parlé avec précaution. J'ai dit que j'avais construit ma vie sur la base de la compréhension que j'étais seul. J'ai dit que j'avais réussi à le faire. J'ai dit que je n'étais pas disposé à défaire 8 ans de stabilité durement gagnés pour une situation que je n'avais pas créée et que je ne pouvais pas contrôler. J'ai repoussé le dossier vers papa. J'ai dit que je ne signerais pas. Le moment s'est étiré. Il a regardé les papiers comme s'il l'avait personnellement trahi. Maman s'est couverte la bouche avec sa main. Ma sœur a commencé à pleurer silencieusement, ses épaules secouées. Il a dit que je faisais une erreur. Il a dit que je le regretterais. Il a dit qu'un jour, je comprendrais à quel point j'étais cruel. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant doucement le sol. Le son semblait final. J'ai dit que je comprenais exactement ce que je faisais. J'ai pris mon manteau du dossier de la chaise et je l'ai drapé sur mon bras. J'ai remercié maman pour le dîner. Je leur ai souhaité bonne chance. Il m'a dit de me rasseoir. Il a dit que nous n'avions pas fini de parler. J'ai dit que si. Maman a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé doucement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas expliqué davantage. Il n'y avait plus rien à expliquer. En marchant vers la porte, j'ai senti le poids de leur regard pressé dans mon dos. La maison semblait plus petite maintenant, comme un endroit qui n'avait plus de place pour moi de manière significative. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné une fois. Je leur ai dit que j'espérais qu'ils trouveraient une solution. Je leur ai dit que je le pensais sincèrement. Je leur ai dit que je n'en ferais pas partie. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. La porte s'est refermée derrière moi avec un son doux et décisif. Je suis resté sur le porche un instant, respirant profondément, sentant le froid me mordre le visage. À l'intérieur, les voix montaient et descendaient, étouffées par la porte. Je n'ai pas écouté. J'ai descendu les marches, traversé l'allée et je suis allé à ma voiture. En glissant sur le siège du conducteur et en fermant la porte, le silence m'a enveloppé. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai démarré le moteur, non pas de peur, mais de libération. En m'éloignant de la maison, je n'ai pas regardé en arrière. La rupture est complète maintenant. Non pas dramatique. Non pas explosive. Juste absolue. J'ai roulé dans la nuit, sachant que quelles que soient les conséquences qui suivraient, elles ne seraient plus à ma charge. Le silence qui a suivi n'a pas été immédiat, mais il était inévitable. Pendant un certain temps, rien ne s'est passé. Pas de message de colère. Pas d'appel désespéré. Juste une absence là où il y avait autrefois du bruit. C'était étrange au début, comme sortir d'une pièce bondée et ne réaliser à quel point c'était bruyant qu'une fois la porte refermée derrière soi. Quelques semaines plus tard, la réalité les a rattrapés. Je ne l'ai pas appris directement de mes parents ou de ma sœur. Je l'ai appris de quelqu'un d'autre, de la manière dont les nouvelles de famille voyagent toujours lorsque les gens ne veulent pas admettre les choses ouvertement. Ma sœur a perdu la maison. Les paiements avaient pris trop de retard. La banque a procédé exactement comme le prévoyaient les documents. Pas de pitié. Pas d'exception. Elle a emballé ce qu'elle pouvait et est retournée vivre chez nos parents. Ils se sont retrouvés tous les trois dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Un endroit censé être temporaire, mais tout le monde savait que le temporaire pouvait durer plus longtemps que quiconque ne le souhaitait. Quand maman a finalement appelé, sa voix semblait plus mince que dans mon souvenir. Pas frénétique. Juste usée. Elle m'a dit qu'ils avaient déménagé dans plus petit. Papa avait vendu la plupart de ceux qui ne rentraient pas. Des meubles qu'il avait restaurés il y a des années. Des boîtes à outils. De vieux souvenirs qui avaient autrefois semblé intouchables.
Elle a dit que le voir se séparer de ces choses était plus difficile qu'elle ne le pensait. J'ai écouté en silence. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne l'ai pas pressé. Quand elle a fini, il y a eu une pause. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien. Que le travail était stable. Que ma vie était calme. Elle a dit qu'elle était contente de l'entendre. Nous nous sommes dit au revoir, et l'appel s'est terminé sans drame. Pas d'excuses. Pas d'accusation. Juste la vérité entre nous, non dite mais comprise. Après ça, les émissaires sont arrivés. Une tante a appelé pour me dire que la famille devrait toujours passer en premier. Un oncle a laissé un message vocal disant qu'il espérait que je pourrais vivre avec moi-même. De vieux amis de la famille m'ont contacté avec une inquiétude qui ressemblait étrangement à un jugement. J'ai répondu à certains d'entre eux. D'autres, je les ai laissés aller à la messagerie vocale. Quand j'ai répondu, je suis resté simple. J'ai dit que ce n'était pas un malentendu. J'ai dit que j'avais pris ma décision avec soin. J'ai dit que je n'en discuterais pas davantage. Quelques-uns ont insisté. J'ai mis fin à ces appels poliment mais fermement. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point cela m'a peu ébranlé. 8 ans plus tôt, j'aurais ressassé chaque mot dans ma tête, me demandant si j'avais été trop dur ou pas assez clair. Maintenant, je me sentais stable. Certain. Comme si je me tenais sur un sol solide au lieu de sable mouvant. Un soir, après une longue journée de travail, je suis rentré chez moi et je me suis arrêté juste à l'intérieur de mon appartement. Le calme m'a immédiatement enveloppé. Pas de tension. Pas d'attente que le couperet tombe. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché à sa place. Je me suis préparé un dîner simple et j'ai mangé à la petite table près de la fenêtre. Dehors, la ville continuait sa vie sans moi. Les voitures passaient. Les lumières s'allumaient. La vie continuait. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune envie de me justifier auprès de qui que ce soit. Plus tard dans la nuit, j'ai parcouru mon téléphone et j'ai bloqué quelques numéros de plus. Non pas avec colère. Non pas impulsivement. C'était plus comme fermer des portes de pièces dans lesquelles je n'avais plus besoin d'entrer. J'ai réalisé quelque chose d'important à ce moment-là. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des protections. Elles sont la différence entre survivre et vivre. Être célibataire ne signifiait pas que j'étais seul. Cela signifiait que je ne liais plus mon sentiment de valeur à des personnes qui ne me remarquaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Cela signifiait que je pouvais construire des relations basées sur le respect mutuel au lieu de l'obligation. J'ai repensé à la nuit de l'accident. Au fait d'être allongé dans un lit d'hôpital, effrayé et vulnérable, et d'entendre que la famille ne pouvait pas se permettre d'aider avec les factures. À l'époque, ces mots avaient ressemblé à un rejet. Maintenant, je les comprends comme un tournant. Ils m'ont appris quelque chose que mes parents n'ont jamais eu l'intention d'enseigner. Ils m'ont appris à me tenir debout seul, sans amertume. À survivre sans devenir dur. À me choisir sans cruauté. Je ne me sentais pas victorieux. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Ce que je ressentais à la place, c'était la paix. Le karma n'est pas arrivé avec des feux d'artifice ou des discours dramatiques. Il est arrivé tranquillement, par des conséquences qui ont suivi des choix. Toutes les personnes impliquées ont vécu avec les résultats de ce qu'elles avaient décidé, y compris moi. Et c'était bien comme ça. Je ne souhaitais aucun mal à ma famille. Je ne célébrais pas leur perte. Je suis simplement sorti du cycle qui nous avait définis pendant des décennies. Certaines nuits, je ressentais encore une pointe de tristesse. Non pas pour ce qui était, mais pour ce qui aurait pu être. Je me suis permis de ressentir cela sans que cela me tire en arrière. C'était ma vie maintenant. Calme. Gagné. Honnête. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner, et rester avec moi pour la prochaine. Alors j'ai dit que j'avais besoin de mon propre lit, de mon propre calme, et j'ai pris la route. J'ai jeté un autre regard à ma sœur.